Tout d'abord, comme je vous disais, on va voir donc les régimes d'imposition au niveau donc des produits. Donc vous allez avoir un tout premier tableau donc qui va vous permettre en fait sur le côté gauche donc de désigner donc quelles opérations sont concernées. Donc vous voyez que dans les produits effectivement on peut vendre des marchandises, on peut faire de la prestation de services, on peut faire de la production de biens tout simplement, donc en production à partir de matières premières. Et on va avoir en fait en toute fin, c'est les contrats. En toute fin, on va voir donc les contrats à long terme. Donc, pour savoir, enfin, pour connaître donc le régime d'imposition et savoir en fait sur quel exercice on va devoir comptabiliser ce produit-là, et bien simplement, donc vous voyez, pour la vente des biens, le produit sera comptabilisé en fait dans l'exercice au cours duquel la livraison a été effectuée. Donc même si effectivement on est en fin d'année, donc autour du 30 décembre, et que je fais une vente avec un client, mais que la livraison s'effectue que l'année prochaine, et ben je ne pourrais pas prendre en compte ce résultat, ce chiffre d'affaires-là, dans l'exercice N. Je serais obligé d'attendre et de patienter donc N+1 pour le comptabiliser en N+1. Concernant donc l'achèvement, concernant donc les prestations de services, là la comptabilisation elle va se faire donc au niveau de l'achèvement de la prestation. Donc ça n'a rien à voir avec l'encaissement, hein, d'accord, c'est uniquement achèvement de prestation. Donc vous avez une mission. Et dès que vous terminez cette mission, à la date où vous la terminez, eh bien, le chiffre d'affaires issu donc, de cette prestation de service devra être, lui, imposé sur l'exercice concerné. Pour la production de biens, donc là, ça va concerner finalement en fait, les entreprises qui font, qui ont une activité en fait, de production, donc d'usinage, et qui vont donc forcément avoir donc, de la matière première et qu'elles vont transformer. Dans cet exemple, en fait, comment on fait pour prendre en compte donc, le produit, parce que lorsque on produit pour soi-même, ça devient un produit imposable, effectivement, et donc là, en fait, ce qu'on va voir, c'est à quel coût on va devoir renseigner cette production à nous-mêmes. Et bien simplement, cette production, on va devoir donc la renseigner par rapport à son coût de revient. Donc on va étudier maintenant en fait l'étude donc des créances et des dettes. Et donc comme vous le savez, donc quand on fait un arrêt des comptes, donc ça c'est les travaux d'inventaire finalement, eh bien on va peut-être être sujet en fait à l'évaluation justement d'écart de valeur entre donc nos créances et nos dettes. Donc cet écart de valeur, en fait, on appelle ça tout simplement en fait un gain latent ou une perte latente. Donc tout dépend en fait des devises. Vous allez voir, on va l'expliquer. Et donc que ce soit au niveau des créances ou des dettes, de toute façon, le mécanisme est exactement le même. Pourquoi en fait on a ces phénomènes de gain latent et de perte latente? Eh bien tout simplement, ça va concerner finalement en fait des entreprises qui vont faire pas mal d'exports ou d'imports finalement, et qu'elles vont en fait travailler avec des devises différentes. Donc imaginons une entreprise qui a donc qui a un client américain. Et donc elle lui donne donc une facture au mois d'octobre pour un montant donc de 1000$ avec un certain cours d'euros. Eh bien, vous voyez que fin octobre, lorsqu'elle a donné donc cette facture et le temps que le client paye, eh bien, il y a les cours de l'euro et du dollar qui, eux, évoluent. Et donc, du coup, au moment du paiement, il n'y aura pas forcément la même valeur au niveau de cette créance-là. Et donc, imaginons ce client-là ne paye que en N+1, et bien, au niveau de l'inventaire, donc à l'arrêt des comptes, au 31/12, il va falloir forcément donc mettre dans notre bilan la vraie valeur de notre créance client. Et bien simplement, la vraie valeur de notre créance client n'est pas celle que l'on a donc inscrite dès la facturation au premier jour, mais elle va être liée au cours du 31/12, en fait, au cours du jour de l'arrêt des comptes. Et c'est là que, effectivement, on va avoir soit un gain latent, soit une perte latente par rapport au montant communiqué
le premier jour de la livraison de la facture au client. Donc finalement, comment ça va se passer au niveau donc, de la comptabilité? Eh bien, imaginons on a un gain latent, d'accord? On a un gain latent, donc ça veut dire que finalement, au lieu d'avoir donc 1000 € de créances, en comparaison avec le dollar, eh bien on va voir que par exemple, comme le dollar a augmenté, comme le dollar a augmenté, oui, on va avoir un petit peu plus donc d'euros. Donc ça veut dire que la facture ne sera pas de 1000 € peut-être, mais elle sera de 1010 €. Donc vous voyez que là, nous, on a gagné 10 € par rapport au cours boursier. Et donc, on va devoir le comptabiliser. Et comment? Donc le gain latent, ça va être finalement, donc, on va devoir de toute manière l'inscrire en fait en écart de conversion au bilan, quoi qu'il arrive. Donc, que ce soit en fait d'ailleurs une perte ou un gain latent, on va devoir inscrire en fait l'écart de conversion au bilan. Ça, c'est la première chose. L'écart de conversion au bilan, comment il s'inscrit? Tout simplement à l'actif, je vais inscrire l'écart de conversion, mais au niveau des pertes. Donc si j'ai une perte latente, c'est écart de conversion actif. Et si j'ai un gain latent, ça va être écart de conversion passif. C'est de toute manière que vous ayez donc un gain ou une perte latente, vous allez devoir donc l'inscrire au bilan. Ça, c'est sûr et certain. Comment vous l'inscrivez? Eh bien, en fait, ce gain est inscrit donc au bilan, et il va falloir, bien sûr, le faire ressortir au niveau du compte de résultat, ce gain, parce qu'on va être imposé en fait sur ce gain latent. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réintégrer, si vous voulez, en N, ce gain latent, pour qu'il soit bien pris en compte, et on va venir le déduire en N+1, pour qu'il n'y ait pas une double imposition. Ça, c'est pour le gain. Pour la perte latente, on va venir réintégrer en N, et on va venir déduire, bien sûr, lors de sa reprise, en fait, l'année prochaine. Maintenant, il y a une petite particularité, en fait, au niveau des pertes latentes, c'est qu'il y aura une chose en plus à faire, c'est que vous allez devoir, finalement, en fait, faire une provision pour charge. Et cette provision pour charge, elle va, elle, être comptabilisée, d'accord? Mais vous voyez que, finalement, la perte latente, nous, on la déduit en N et on la réintègre en N+1. Et au niveau des pertes latentes, on va aussi donc effectuer la provision pour charge. Et la provision pour charge, ça va être une charge comptabilisée, et donc il faut bien faire attention donc de ne pas avoir un double emploi de cette charge-là. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir donc réintégrer en N la provision pour charge, et ensuite on va la déduire lors de sa reprise l'année prochaine. Au niveau de l'évaluation des stocks, donc vous avez deux méthodes qui sont appliquées. Donc c'est soit en fait au niveau des moyennes, soit en fait on fait une moyenne pondérée, si vous voulez, du coût d'achat de ces stocks. Alors effectivement, lorsqu'on a un stock, on a différents lots de stocks. On peut en avoir un qui date de 2 mois, l'autre de 3 mois, et l'autre de 4 mois, et un autre de 1 mois. Vous voyez, et tout ça, ça constitue notre stock. Mais peut-être que ces stocks, on ne les a pas achetés, effectivement, en fait, au même prix. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tout simplement regarder le prix de chacun des lots, faire une moyenne pondérée, et appliquer cette moyenne au stock, pour finalement avoir la bonne évaluation de stock lors de l'arrêt des comptes pour les travaux d'inventaire. Vous avez une deuxième méthode qui est donc la première entrée, première sortie. Donc tout simplement, ça veut dire que les lots que j'ai achetés il y a 4 mois, c'est eux que je vais vendre prochainement. Ensuite, je vendrai ceux que j'ai achetés il y a 3 mois, et ensuite ceux de 2 mois, et ensuite ceux d'un mois. Donc ce qui veut dire que les prix, donc l'évaluation du stock que je vais faire, il va être évalué en fait finalement par lot, et par présence et par sortie en fait de ces lots-là de nos stocks.